Alors, bonjour, bienvenue à tous. Mon nom est Véronique Maltais et j'animerai ce webinaire. Avant de laisser la parole à la présentatrice du conférencier, j'aimerais vous donner quelques consignes d'usage. Donc, au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît. Pour activer la boîte de chat, vous pouvez cliquer sur l'icône bulle en bas à droite. Donc, la période de questions, elle se fera à la toute fin de la présentation. Puis, finalement, j'aimerais mentionner que le webinaire est enregistré. Donc, je laisse maintenant la parole à Evelyne Dufault. Bonjour à toutes et à tous. Je suis, comme Véronique l'a dit, Evelyne Dufault, directrice de recherche de la division durabilité forestière, ici au Centre de foresterie des Laurentides. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce troisième webinaire de la 37e saison des colloques du SCF-CFL. La conférence d'aujourd'hui, qui s'intitule L'air protégé à utilisation durable Yaninondé, le long chemin menant du rêve à la réalité, est diffusée aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites, principalement à travers le Québec, mais aussi dans les autres provinces. Donc, c'est avec un très grand plaisir que je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, M. Louis Lesage. M. Lesage est membre de la nation Huron-Wendat, résident à Wendake. Il est directeur du bureau d'Union Wensio au Conseil de la nation Huron-Wendat. Auparavant, il a travaillé pour le Service canadien de la faune dans la région du Québec à titre de biologiste liaison autochtone. Monsieur Lesage a été membre puis président du comité conjoint sur la chasse, la pêche et le piégeage de la Convention de la baie James et du Nord québécois de 2006 à 2011. Depuis 2020, il est membre du Conseil consultatif sur le patrimoine culturel autochtone de Parc Canada. Depuis 2017, il est aussi membre du Conseil autochtone national, je viens de le dire, non, je ne l'ai pas dit, sur les espèces en péril, pardon. Donc, membre du Conseil autochtone national sur les espèces en péril d'Environnement et Changement climatique Canada. Enfin, il a travaillé à mettre en œuvre divers projets visant la protection et la mise en valeur de la culture et du patrimoine de sa nation, comme par exemple l'exposition sur la diplomatie à Fort et Château-Saint-Louis, le parc de la Rivière-Rouge à Toronto, l'aire protégée Yaninondé, la présence historique Huron-Wendat au parc de la Jacques-Cartier. Louis Lesage est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en biologie, de même qu'un certificat en enseignement secondaire de l'Université Laval et d'un baccalauréat en biologie de l'Université de Sherbrooke. Je vous souhaite à tout le monde un bon colloque, puis je vais maintenant laisser la parole à M. Lesage. À vous. Merci beaucoup, Evelyne. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Alors, Kwayawiti, tout le monde, je suis vraiment content d'être ici ce matin. C'est un honneur et un privilège pour moi de vous présenter probablement l'un des projets forts sur lesquels la nation Huron-Wendat a travaillé depuis les 10 dernières années. Une des belles réalisations qu'on a réussi. Une réalisation qui est concrète aujourd'hui, mais qui va avoir des répercussions pour les générations qui vont suivre. Réussir à protéger une forêt vierge, ça semble, ça semble, c'est comme l'évidence, hein. C'est noble comme sujet. On souhaite que partout dans le monde, les forêts vierges, dans la mesure du possible, quand il y en a une, quand on en trouve une, mais qu'on la protège, tout ça. Euh, c- Quand on entend ça, ben on est heureux pour tout le monde, mais c'est un travail de très, très longue haleine et l'essence de mon message ce matin, c'est qu'on revive ensemble les 10 dernières années, justement, qui ont conduit de ce rêve-là, donc le rêve de protéger le dernier massif forestier de forêt vierge sur notre territoire traditionnel, sur le Nyon-NCO. Donc, le rêve de dire, enfin, on protège cette forêt-là pour les générations futures, mais ce rêve-là vous allez voir, on va le revivre ensemble. C'est parsemé d'embûches et de toutes sortes de détails. Je pense que c'est important que la population en général, que la communauté scientifique que des gens comme vous puissent voir ces embûches-là, voir dans quel monde on vit aujourd'hui pour arriver à de tels objectifs. Mais je pense que la leçon à retenir, le take-home message, comme on dit, c'est beau vouloir des choses, mais encore faut-il y arriver. Et c'est un peu un message pas d'espoir, mais une leçon de vie, je pense que je veux partager avec vous. Vous allez voir, on va revivre les 10 dernières années ensemble.
Alors, j'y vais, je commence. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un honneur et un privilège, comme je disais, pour moi, pour la Nation Huron-Wendat, de partager ensemble cette expérience-là. Alors, allons-y. Euh, voilà. Louis Bélanger, pour ceux qui le connaissent, c'est un professeur de l'Université Laval à la retraite qui a enseigné l'écologie de la conservation pendant des années. Il a formé des dizaines d'étudiants à la maîtrise et au doctorat. Puis quand je l'ai rencontré en 2011, il m'a dit, Louis, il dit, mettre en place un aire protégé, ça demande au minimum 10 ans de travail. J'ai dit à Louis, j'ai dit, là, Louis, tu rêves un peu, là, 10 ans de travail, là. J'ai dit, écoute, nous autres, là, la Nation Huron-Wendat, on est une communauté autochtone, on est une nation, on a des droits, on a un traité reconnu par le gouvernement fédéral qui a été reconnu par la Cour suprême. On peut appeler les ministres, les premiers ministres, tout ça. Tu vas voir, Louis, ça va bien aller. On va battre le- les pronostics. C'est pas vrai que ça va nous prendre 10 ans de travail. Ben, ça, c'était à l'automne 2011. Et la conclusion, le 8 juin 2021, exactement 10 ans plus tard, c'est là finalement qu'on a pu faire l'annonce qu'on protège la forêt vierge du lac Amaïs, donc du territoire Yanian-Yandé. 300 km² qui vont être préservés, puis 750 au total qui vont l'être à l'intérieur d'un projet pilote. Donc, Louis Bélanger avait raison. Et puis, on va voir pourquoi ce fut si long. Un beau petit dessin très simple ici que je vous présente. Vous savez, comme dans n'importe quel projet, le projet est accepté ou il n'est pas accepté. Il passe la rampe ou il ne passe pas la rampe. Donc, nous, on a voulu passer. Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la déplace là, sur l'écran. Est-ce que quelqu'un Oui. peut me dire? Oui, vous la voyez, parfait. OK. Alors, nous, on a voulu passer du projet Yann Yandé, qui était non accepté, qui n'était pas reconnu comme un aire protégé, à simplement le rendre accepté, qu'on le reconnaisse, qu'on dise parfait, ce territoire-là mérite d'être euh, un aire protégé. Ça semble facile, c'est un petit dessin simple, mais les critères qu'il faut venir mettre ici dans la balance pour justement changer les plateaux et que ce territoire-là devienne accepté, c'est là qu'est tout le travail. On parle de quoi exactement? Voici une carte des aires protégées, des derniers massifs de forêt vierge dans l'est du pays. On voit que l'ensemble des grands massifs de forêt vierge sont dans le nord du Québec. Il reste un petit massif ici, plus au sud, et c'est de celui-là dont on va parler. Alors, on se situe, la ville de Québec, le lac Saint-Jean, on est vraiment au milieu. Je vais mieux le situer encore tout à l'heure, mais vous voyez que on est dans ce secteur-là ici, au nord de Pont-Neuf. Alors, plus précisément, la réserve faunique des Laurentides, la seigneurie du Triton, la ZEC de la Blanche. Donc, c'est le territoire qui est ici, là, qui est en gris foncé. Euh, voilà, c'est dans ce secteur-là qu'on parle. Alors, comment tout ça a commencé? Euh, Nous, depuis des années, on fait ce qu'on appelle de l'harmonisation forestière. Donc, le ministère des Forêts nous envoie des plans de coupe à l'intérieur de notre territoire traditionnel. Et c'est là qu'on s'harmonise avec les compagnies forestières pour voir si les coupes forestières ou les travaux forestiers peuvent avoir des incidences sur les pratiques d'activité traditionnelles de nos membres. Et en 2010, donc dans le coin du lac Amaïse, euh, dans ce coin-ci, ça, c'est des secteurs que nous, on savait qu'il y avait un potentiel de vieux sentiers, de vieux. euh, on avait des archives, des documents qui nous disaient que nos ancêtres allaient pas mal dans ce coin-là, puis qu'il y aurait des sentiers potentiels. Puis là, il y avait des coupes dans le secteur de la rivière à Moïse qui est ici. Donc, il y a des coupes qui étaient prévues dans ce coin-là. Alors, on est allé sur le territoire parce qu'on savait qu'il y avait un sentier qui existait depuis super longtemps et on voulait le trouver, ce sentier-là. Alors, on a envoyé une équipe sur le terrain pour voir si le sentier existait. Puis, ils ont marché d'un côté. La photo ne sort pas très bien, mais finalement, il n'y a rien à voir parce que justement, les gens ont marché d'un côté de la rivière pour essayer de trouver le sentier. Puis finalement, il n'y avait strictement rien. Ils ont eu la bonne idée de revenir de l'autre côté de la rivière et ils ont trouvé ça.
Donc, c'est un sentier au milieu de nulle part qui était, qui était connu dans nos archives, mais qu'on n'avait pas vu ou qu'on n'avait pas recensé depuis des années. Donc, c'est un sentier qui est là. Il existe depuis quand? On ne le sait pas. Peut-être 100, 200, 300 ans, 1000 ans. Mais quand on a trouvé ce long sentier-là, le long de la rivière Amoïse, on a dit, oh, là, un instant, là, maintenant, là, on va s'assurer que l'harmonisation forestière va se faire de manière respectueuse de ce qui reste comme patrimoine autochtone, comme patrimoine huron. Ligne du temps, vous allez revoir cette image-là plusieurs fois. On va la parcourir ensemble, et c'est vraiment les éléments charnières de ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Donc, suite à la découverte, entre autres, de ce sentier-là et d'autres sentiers par la suite, déjà en 2010, on entend mettre un projet d'aire protégée dans la région du lac Amoïse. On a levé le flag, on a dit, écoutez, c'est une forêt vierge, on a un patrimoine autochtone qui est là. On sait que potentiellement, il y a des trucs à découvrir. Maintenant, il faut aller sur le terrain, puis il faut aller inventorier les secteurs pour justement confirmer ou non s'il y a des sites archéologiques, s'il y a des sentiers, s'il y a des autres traces de nos ancêtres. Donc, déjà en 2010, on lève la main dans le contexte d'harmonisation forestière pour mettre en place un projet d'aire protégée. 2012, avec la CRE et la MRN, on commence des petites recherches historiques et patrimoniales sur le terrain. Et en parallèle, on fait l'inventaire de nos archives. Je vous présente cette carte-là qui ressort peut-être pas très bien, mais c'est un exemple de document qu'on a ici au Conseil de la Nation Huron-Wendat. On a environ 2000 documents d'archives, que ce soit des cartes, que ce soit des textes, des citations. Je vais vous présenter d'autres trucs tout à l'heure. Mais cette carte-là, juste celle-là ici, on pourrait passer une journée à la regarder. Et c'est une carte du grand chef Nicolas Vincent qui date de 1828. Je prends quelques minutes pour vous l'expliquer parce que c'est vraiment fascinant. Euh, donc, on a le Saint-Maurice à l'extrême gauche et à l'extrême droite, on a le Saguenay qui est ici, avec comme une partie du lac Saint-Jean qui est mal dessinée. Donc, ce sont toutes les rivières qui se trouvent entre le Saguenay ici et le Saint-Maurice. Donc, la rivière Sainte-Anne, la rivière Jacques-Cartier, la rivière Saint-Charles, la rivière Malbaie, l'autre rivière Sainte-Anne. Donc, toutes ces rivières-là sont là. Le grand chef Nicolas Vincent, l'histoire raconte que le grand chef Nicolas Vincent a été interpellé par les arpenteurs John Adams et Baby qui sont venus ici à Wendake et qui avaient le mandat d'explorer le territoire, et, parce que c'était un territoire qui était inconnu, qui n'était pas cartographié. Là, alors, ils sont venus à Wendake et le grand chef Nicolas Vincent aurait dessiné sur 2 écorces de bouleau le territoire qu'il avait parcouru. Je répète, le territoire qu'il avait parcouru, donc entre le Saint-Maurice et le Saguenay. À l'époque, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de boussole, il n'y a rien. Tout ça s'est fait en canot, en partageant. Probablement que d'autres personnes sont venues ajouter de l'information, d'autres membres de la nation sont venus ajouter de l'information, mais cette carte-là, elle est immensément riche. On va la regarder en détail dans le secteur qui nous préoccupe. Donc, on a de la toponymie. Donc, ça, c'est le lac Batiscan. Éton Arastara. Donc, c'est un toponyme Huron-Wendat. Yanyen-Yondé, le lac Amoïse qui est ici. Le lac Croche, la rivière aux éclairs, la rivière Batiscan qui est là. Et vous voyez, et quand on prend le temps de regarder la forme des lacs, le lac Amoïse a cette forme-là. Le lac Batiscan, oui, il y a l'entrée du lac Batiscan est ici, la sortie est là. La forme du lac, elle est très, très, très similaire. Donc, les gens de la communauté, dont le grand chef Nicolas Vincent, avaient une connaissance excessivement fine du territoire pour être capable de redessiner de positionner d'abord géographiquement les plans d'eau, les lacs, et de les orienter dans l'espace, de bien les dessiner, puis tout ça. Donc, ça démontrait
Puis je reviens en arrière. Vous voyez, là, c'est la partie qui est ici. Ce que j'ai agrandi, c'est la partie qui est là. Donc, l'ensemble du territoire était très, 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 très bien connu et très bien documenté. Donc, ça, c'est un exemple de document qu'on utilise pour dire, ben, on a un potentiel, on connaît ce territoire-là. Un autre bel exemple, c'est la famille Gros-Louis. Il y a plusieurs familles Gros-Louis. Ceux qui connaissent peut-être un peu les gens de Wendake, c'est la famille des sardines. Là, on a tous un peu notre surnom. Là. Harry Gros-Louis senior et Harry Gros-Louis junior. On peut voir que la trappe a été très, très, très fructueuse cette année-là. On sait que la famille Gros-Louis, ces gens-là, entre autres, allaient trapper dans le secteur du lac à Moïse, le lac Batiscan, tout ça. On a à gauche et à droite des calepins de trappe. Donc, le lundi 12, ils sont allés à tel endroit. Le mardi 13, ils sont allés à tel endroit. Le mercredi 14, nous avons été à la tête des lacs brûlés. Jeudi 15, donc, on savait qu'ils se déplaçaient d'un lac à l'autre, d'un endroit à l'autre. À certains endroits, ils nous disent, ils nous rapportent qu'il y avait une cabane. Donc, tout ça nous a énormément aidé pour documenter justement les sentiers potentiels qui existaient entre le lac A et le lac B, la cabane qui existait au lac C. Et c'est un autre super bel exemple d'archives qu'on a utilisé pour démontrer tout le potentiel, toute la fréquentation du territoire. Fait intéressant, la famille Gros-Louis allait trapper au début du 20e siècle dans un secteur qui était à l'intérieur du parc des Laurentides. Et rappelons-nous qu'à l'époque, le parc des Laurentides, c'était interdit à toute personne, et entre autres aux Huron-Wendat, d'aller chasser, pêcher, trapper à des fins personnelles, familiales. Donc, aujourd'hui, on peut dire que ces gens-là pratiquaient une activité, entre guillemets, illégale. Et c'est hyper intéressant quand on lit sur dans leur calepin qu'ils étaient constamment pourchassés par les gardes-chasse. Ils se sont fait brûler des cabanes, ils se sont fait détruire des pièges, éventrer des sacs de farine pour ne pas pouvoir se nourrir. Donc, ces gens-là utilisaient un territoire traditionnel, mais de manière de pas supposé être là, mais la fréquentation s'est quand même faite de manière continue sur l'ensemble de ce territoire-là. Donc, je disais tout à l'heure, on a environ 2000 documents d'archives à partir desquels on s'est inspiré et on a bâti, finalement, ce qu'on a fait, c'est cette carte ici. Donc, ça, c'est le projet. Donc, c'est la limite de l'aire protégée. On retrouve encore le lac Batiscan, le lac à Moïse, la Croche, tout ça, le lac aux Rognons. Et à partir de l'ensemble des documents d'archives, on s'est bâti une carte de potentiel de présence culturelle, traditionnelle, archéologique. Parce qu'on savait que les gens se déplaçaient du lac A au lac B, qu'il y avait probablement un sentier ici parce qu'ils nous rapportaient qu'il allait trapper là, il allait trapper là, il allait trapper là. Il avait récolté du poisson ici une année. Donc, on, on voit que l'ensemble de ce territoire-là était très fréquenté. Et si on devait aller sur le terrain, il fallait justement fouiller ou à tout le moins mettre des efforts à l'intérieur de ces endroits-là où on pouvait trouver des signes de présence culturelle et historique. Vous remarquerez aussi que c'est toujours le long des cours d'eau. Hein. Les portages sont entre deux lacs rapprochés. Les cours d'eau sont hyper utilisés. Les cours d'eau à l'époque étaient des autoroutes pour se déplacer en canot notamment. Donc aussi, la topographie permettait l'hiver de se déplacer en raquette, en traîneau à chien, tout ça. Alors, c'est à partir on a bâti cette carte-là, et quand on allait sur le terrain, ben, à chaque fois, on essayait de mettre de l'effort pour documenter la présence Huron-Wendat sur le territoire, la présence historique.
Alors, je reviens à la ligne du temps. Donc, 2013, on a fait une première proposition formelle d'aire protégée qui a été présentée à la CRE et au MRN, où est-ce qu'on a identifié et protégé où est-ce qu'on voulait protéger les lieux d'intérêt de la nation Huron-Wendat, surtout dans les secteurs de la Camorise et Batiscan. Vous voyez, il y a un petit carré ici, là. Ça, c'était à l'époque, on disait c'est à l'intérieur de ce carré-là qu'il se passe quelque chose. La superficie, le contour de l'aire protégée n'était pas encore pleinement défini, mais on savait qu'à l'intérieur de ce territoire-là, c'est là qu'on voulait, qu'on avait focusé nos identifications et nos mesures de protection des lieux d'intérêt. Alors, on poursuit. Là, il s'est passé toutes sortes de choses. Donc, début des recherches autour de 2013-2014, début des recherches sur la valeur écologique. Et le bureau du NCO entend créer une aire protégée polyvalente. Donc, à cette époque-là, on parlait beaucoup d'aires protégées polyvalentes. Donc, évidemment, on a déposé un document qui s'appelle l'ébauche de stratégie territoriale aire protégée polyvalente Yanyanyondé. C'était l'ère du temps. On appelait ça des aires protégées polyvalentes. Je ne me souviens pas, je pense que c'est les libéraux à l'époque, là, bon, peu importe, qui voulaient avancer ce format d'aire protégée-là. Ben, nous, on a dit parfait, on va respecter les règles qui sont proposées. On va y aller avec un aire protégée polyvalente pour protéger notre territoire, cette forêt vierge-là. 2016, on refait une deuxième proposition formelle, donc beaucoup plus étoffée, beaucoup plus élaborée, pour toujours répondre aux critères d'aire protégée polyvalente. 2016 aussi, est arrivé un événement un peu charnière, je pourrais dire, c'est la découverte de la 12e peinture rupestre au Québec. Je vais vous présenter un peu qu'est-ce qu'il y en est. Alors voilà. 2016 et 2017, on demande la collaboration de l'Université Laval pour envoyer l'école d'archéologie faire un stage de fouille sur un territoire ciblé. Et je vais vous le présenter tout à l'heure. Donc, il y a différents étudiants qui se sont présents, qui faisaient partie de l'équipe. Stéphane Sioui, qui était le guide pour amener les gens sur le territoire. Jean-François Richard, qui est l'anthropologue au bureau ici, qui a préparé qui a comme regardé les endroits où il y avait le plus de potentiel archéologique. Et avec le professeur à l'époque, Michel Plourde, de l'Université Laval, qui est maintenant avec Parc Canada, c'est Michel qui coordonnait les fouilles archéologiques sur le territoire. Donc, Jean-François a fait un travail super important d'essayer de voir où est-ce qu'il y avait un potentiel archéologique le plus important. Et quand Michel est arrivé au bureau, puis on lui a dit, ben Michel, on te suggère d'aller fouiller à tel endroit, donc la carte qui est ici, on a dit à Michel, tu devrais aller fouiller dans ce coin-ci, Rivière-aux-Éclairs, Rivière-Batiscan. Il y a probablement des vieux camps de la famille Gros-Louis. Paul Sioui aussi aurait construit un camp dans ce coin-là. Il y aurait probablement un potentiel archéologique. Et un potentiel archéologique ici aussi, autour de ces trois petits lacs-là. Il y aurait probablement des portages, puis tout ça. Fait que, Michel part avec cette information-là, avec les étudiants. Ils s'en vont sur le secteur. Donc, comme par exemple, ils ont fait des sondages. Ça, c'est les trois petits lacs de tout à l'heure, là. Lac du Lude, lac Lavallée, lac Verdoyant. Et ils ont trouvé des camps de chasse, une vieille glacière qui est quelque part ici, des sentiers de portage qui existaient encore, des sentiers qui ont, vous voyez, là, ça, c'est des chemins forestiers qui étaient rendus ici. Donc, il y a des gens qui ont passé ici et qui ont comme transformé les sites en sentiers de VTT, sentiers de motoneige. On ne sait pas trop, c'est pas tellement clair. Et on a trouvé là, différentes structures archéologiques à gauche et à droite. Ça, voilà, donc on avait prédirigé l'équipe sur ces trois lacs-là, et ils ont trouvé des choses. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ben, ils trouvent des
ils trouvent des vieux campements comme ça ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a un truc qui sonne dans mes oreilles, mais c'est pas grave. Euh, bref, ils trouvent des vieilles structures de campement, de glacières et donc, quand on fouille là-dedans, c'est là qu'on voit que, c'est souvent des petits campements, genre 6 pieds par 10 pieds, qui étaient construits pour coucher là une nuit ou deux. Et puis, donc, les structures sont encore là. Quand on fouille un petit peu, voici ce qu'on trouve. On trouve des vieilles poutres, des vieilles structures en bois qui démontrent qu'il y avait un camp qui était là. Euh, Autre exemple de fouille, ben, on trouve des vieux restes de poêles, toutes sortes de- de- d'exemples, comme par exemple des vieux couteaux croches, des clous, des vieux tessons. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'école d'archéologie avait 5 jours de travail. Donc, 5 jours de travail, ça prend une journée pour se rendre, 3 jours de fouille et une journée pour revenir. Donc, en 5 jours, je reviens un petit peu en arrière, on trouve quelques trucs le long des trois lacs. Ça ici, c'est au lac Batiscan, cette structure-là. Ça aussi. Et finalement, on, on trouve ce que je vous racontais tout à l'heure, la peinture rupestre qui est présentée ici. Donc, on voit des genres de peintures humanoïdes qui sont faites avec de l'ocre rouge. Et on a fait venir quelqu'un qui, avec une caméra et un traitement de l'image spécial, qui a fait rehausser les pigments d'ocre sur les photos. Donc, le plus bel exemple, c'est la photo au naturel qui est ici. Quand on la regarde, on voit un petit peu de rouge ici, là, quelques indices qui auraient des peintures. Il faut vraiment être proche, proche, proche pour voir, apprécier vraiment les formes réelles. Mais quand on fait le traitement ici en bas à droite et qu'on fait ressortir les pigments rouges, là, on voit apparaître toutes sortes de dessins un petit peu partout sur la paroi rocheuse. Donc, cette paroi rocheuse-là, elle est quand même de très bonne dimension, d'environ 20 mètres de large par 5 mètres de haut. Et ce serait, selon les dernières recherches, la 12e peinture rupestre au Québec. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que quand Michel Plourde est revenu au bureau à nous faire un compte-rendu de ce qu'il avait trouvé, finalement, en 3 jours de travail, il nous a avoué que c'était sa plus belle campagne de terrain. Michel, il flottait sur un nuage. Il dit, c'est incroyable tout ce que j'ai pu trouver en 3 jours. D'abord parce qu'on l'avait dirigé à des endroits qui avaient un fort potentiel, mais aussi parce qu'on a beaucoup de documentation, beaucoup d'archives qui nous permettent justement d'identifier des secteurs où est-ce qu'il y a plus de fréquentation historique. Donc, Michel avait jamais connu une campagne aussi fructueuse que ça. Et élément aussi, c'est que, élément à considérer, c'est que donc Michel a trouvé la peinture rupestre, a trouvé des sites archéologiques historiques, donc datant de la période de contact et plus récente, donc jusqu'à aujourd'hui, mais aussi trouvé des sites vraiment préhistoriques qui datent de 2000, 3000, 4000 ans. Là, c'est très difficile à déterminer l'âge. Bref, une campagne énormément fructueuse. Alors, on chemine toujours avec la ligne du temps. Donc, on était rendu ici tout à l'heure avec la peinture rupestre. 2018, les aires protégées polyvalentes ne font plus partie de la stratégie du ministère de l'Environnement. Donc, ce sur quoi on avait travaillé pour développer ce qu'on appelait une aire protégée polyvalente, bien ça, changement de gouvernement ou changement de. Je ne me souviens pas si c'est le Parti québécois qui est arrivé au pouvoir ou peu importe, mais les aires protégées polyvalentes
ont été mis de côté. Mais pendant ce temps-là, pendant toute cette période-là, les coupes forestières continuent. Et nous, on est comme l'image que je peux vous donner, c'est qu'on a les machines qui coupent la forêt derrière nous, puis nous, on est à quatre pattes en train d'essayer de trouver des sites archéologiques, puis de vouloir protéger le patrimoine Huron-Wendat dans un contexte. C'est comme si on essaye de sauver une maison qui est en feu. Alors, vous comprendrez que c'est un contexte où est-ce que c'est impossible de travailler, où est-ce que on perd de la superficie vierge à chaque jour. Puis pendant ce temps-là, ben, on essaye de récupérer ou de sauver ce qui nous reste par des petites mesures de buffer. Là, on dit, bon, ben, on a trouvé un sentier, on va mettre un tampon, un buffer de 50 mètres de chaque côté du sentier pour pas qu'il soit coupé. Vous voyez, c'est comme on essaie de sauver une maison en flammes du mieux qu'on peut. Finalement, en 2018, le grand chef de la nation Huron-Wendat demande un moratoire. Là, il faut qu'on arrête les coupes forestières à l'intérieur du massif de forêt vierge pour justement nous donner le temps de respirer et de prendre le temps d'aller sur le territoire pour documenter la richesse de ce patrimoine-là. Parce que la richesse du patrimoine, elle est culturelle, mais elle est aussi écologique. On parle d'une forêt vierge. Et c'est là, à un moment donné, qu'il faut se positionner puis prendre le temps de bien documenter et de bien comprendre cette forêt-là. Donc, 2019, c'est probablement là où tout a basculé. On obtient du financement d'Environnement Changement Climatique Canada pour les 4 années suivantes. On demande aussi une prolongation du moratoire, évidemment. Et on forme un groupe de recherche multidisciplinaire pour le début des projets de recherche. Bon, pourquoi je dis que c'est un moment charnière? C'est parce que pendant toutes les années précédentes, donc de 2010 à 2018, nous, on a cogné à tous les ministères, toutes les organisations possibles et imaginables pour essayer de financer et de faire reconnaître les critères culturels, patrimoniaux, archéologiques comme étant importants pour protéger un territoire. Sachez-le, qu'on se le dise, les territoires culturels patrimoniaux autochtones ne sont pas vraiment importants aux yeux de nos ministères et aux yeux de nos organisations pour la protection du territoire. L'exemple que je donne toujours, c'est si le tombeau de Champlain avait été au lac à Moïse, ça ferait des décennies que ce territoire-là serait protégé. Si on avait une vieille église anglicane dans le coin du lac Batiscan, ce territoire-là aurait été protégé, le secteur autour de l'église anglicane. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que le patrimoine autochtone culturel ne fait pas partie des éléments importants et significatifs pour la protection d'un territoire. On l'a compris, ça a pris des années avant qu'on le comprenne parce qu'on a essayé de cogner à toutes les portes, mais on a fini par le comprendre. Et c'est là qu'en 2019, on a dit qu'est-ce qui peut être plus crédible que la science? On a pris un virage et on a dit maintenant, on va impliquer la science dans nos démarches, dans nos critères pour vraiment documenter, pas juste la partie patrimoniale, mais maintenant la partie écologique du territoire, la partie faunique, la partie forestière. Et c'est là qu'on a mis en place ce groupe multidisciplinaire-là. Et je vous montre rapidement le genre de projet. Je ne veux pas aller dans les détails, mais en quelques semaines, quelques mois, les partenaires qui sont ici, l'Université Laval, Botalis, MFFP, le Centre forestier des Laurentides, l'UQAM, le Zoo de Granby, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, à chaque fois qu'on cognait à une porte, pour par exemple, on veut faire un inventaire de mousses, de lichens et de plantes vasculaires. Est-ce que l'Université Laval serait intéressée à participer? À chaque fois qu'on cognait à une porte, la réponse était oui. Les gens accouraient presque pour venir
travailler avec nous autres. Le Service canadien des forêts, entre autres avec Christian Hébert, justement, pour faire l'inventaire des espèces d'insectes associées aux vieilles forêts. Quand on a contacté Christian, Christian, serais-tu intéressé à venir travailler avec nous autres ou faire un projet sur les inventaires d'insectes qui pourraient être associés aux vieilles forêts? Christian a accouru, comme les gens de l'UQAM aussi, et on a rapidement monté un projet, fait une campagne de terrain, puis les gens sont partis. Donc, on regroupe les différents projets en documenter la valeur écologique du territoire et l'autre groupe de projets qui était de documenter les valeurs patrimoniales et identitaires. Donc, entre autres, évaluation du potentiel archéologique et des recherches sur le terrain, mais aussi de définir la vision Huron-Wendat d'une aire protégée d'utilisation durable. Ça, c'est une maîtrise qui est encore en cours pour vraiment définir comment nous, les Huron-Wendat, dans un contexte contemporain, on voit la mise en œuvre, l'établissement d'un aire protégé avec nos partenaires qui sont autour de nous. Donc, vous voyez, c'est des projets là, qui touchent à toutes sortes de choses. Donc, ça va de notre vision d'air protégé contemporaine à l'archéologie, connaître les services écosystémiques et la valeur économique d'un aire protégé. Ça vaut combien en termes de captation de carbone, de filtration d'eau? Y a-t-il une valeur monétaire qu'on peut associer à une forêt vierge comme ça? Puis ça se comptabilise encore aujourd'hui. Recenser les écosystèmes forestiers exceptionnels à l'intérieur de ce territoire-là, évaluer l'état des populations de poissons dans des lacs où l'eau n'a jamais été, entre guillemets, contaminée. Les inventaires de chauves-souris qui sont là, le martinet ramoneur qui utilise vraiment des vieux arbres de forte dimension, des vieux bleaux jaunes notamment pour nicher. Est-ce qu'il y en a sur le territoire? Inventaire d'espèces d'oiseaux associés aux vieilles forêts. Vous voyez, c'est des projets vraiment là, où on a la gratte est très large, le spectre est très, très large. Où est-ce qu'on veut vraiment documenter l'ensemble du territoire? Donc, c'est ces campagnes-là qui sont toutes parties ensemble et qui ont permis à notamment plein de jeunes, plein de gens d'aller sur le territoire, des gens qui font leur maîtrise, qui font leur doctorat. Les publications commencent à sortir. Et ça, c'est une fierté qu'on a aussi, c'est de former la relève. C'est de donner accès à un territoire de référence, hein, une forêt vierge, puis de servir de comparatif avec qu'est-ce qui se passe à côté, là où on coupe la forêt. Et on forme des jeunes, comme je dis, on prépare la relève et c'est une belle, c'est très gratifiant de voir les publications qui sortent, les diplômes qui commencent à être accrochés au mur suite à des travaux de recherche qu'on a initiés avec ces projets-là. Juste pour vous donner, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste comme par exemple, inventaire d'espèces rares, c'est des inventaires de plantes rares et vulnérables, des noms de plantes que je ne connaissais pas avant, mais peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est le statut de ces espèces-là. Donc, ce sont des statuts là, qui sont reconnus par les botanistes, là, où est-ce qu'on dit que c'est des espèces qui sont un statut possiblement disparu, très à risque de disparition, à risque de disparition. Ben, on a retrouvé à l'intérieur de Yanyanyondé des espèces, que ce soit des insectes, des plantes, des mammifères, qui ont des statuts qui vont de possiblement disparus dans le cadre, dans le, dans le cas de cette plante-là ici, le torpier d'Amérique, là, que je ne connaissais pas, mais bon, il y avait avant une occurrence historique connue au Québec et on l'a trouvé dans l'aire protégée. Une autre plante qui avait moins de 7 occurrences au Québec, qu'on a trouvé aussi. Une autre plante, 2 occurrences au Québec, une dizaine en Amérique du Nord, 2 nouvelles occurrences sur le territoire.
le caribou forestier qui a été observé aussi, qui est quand même loin de son habitat légal qu'on appelle dans la région de Québec. Mais quand même, on a observé le caribou forestier avant qu'il soit mis en enclos, bien sûr. Et une espèce d'insecte aussi qui est à risque de disparition, le faux longicorne scalaire. Puis je sais que ça, c'est même pas à jour, ce tableau-là. Il y a des nouvelles espèces qui se sont ajoutées à cette liste-là déjà super intéressante. D'autres projets de recherche qui ont permis de constater que le microbiote des sols est très sensible aux coupes forestières, donc les bactéries et les champignons. Puis ça, c'est un article qui a été publié dans le journal de l'Université Laval. Donc, les bactéries et les champignons du sol réagissent vraiment différemment selon la nature des perturbations. Donc, on peut se servir de l'air protégé comme un témoin pour voir vraiment la structure microbiotique du territoire et de la comparer avec ce qui se passe ailleurs, là où il y a des coupes forestières. Autre truc là, super intéressant. En tout cas, moi, ça me fascine de voir qu'on a travaillé sur ce qu'on appelle des lichens calcioïdes et des espèces de lichens qui sont vraiment caractéristiques des vieilles forêts et qui sont, quand on trouve ces espèces-là, ben, c'est qu'on est en présence vraiment de conditions très, très, très particulières de vieilles forêts, de décomposition d'arbres, tout ça. Et moi, ce que j'aime, ce qui me fascine, c'est la distribution de ces espèces-là, où au Québec, c'était inconnu. Donc, les premières mentions, c'est dans l'aire protégée de ces deux espèces-là. Je pense que Philippe Beldoyon, qui est l'étudiant qui travaille là-dessus, a découvert d'autres nouvelles espèces, d'autres premières mentions au Québec pour ces espèces de lichens-là, qui sont des indicateurs de premier plan de vieilles forêts. Donc, les campagnes de terrain, de recherche ont parti tout en même temps. Beaucoup de gens sur le terrain, les résultats commencent à sortir. C'est super intéressant. Puis vraiment, ce volet, entre guillemets, scientifique-là est venu aider beaucoup la compréhension, la description de c'est quoi cette forêt-là, qu'est-ce qu'elle a de si particulière. Je reviens encore à la ligne du temps. 2020, donc on rencontre le MLCC qui accepte d'étudier la possibilité de créer une réserve de biodiversité autour du massif de Forêt-Vierge pour la fin de l'année 2020. Et on a encore mis l'épaule à la roue. On a écrit un mémoire pour l'étude détaillée du projet de loi 46 qui modifie la loi sur la conservation du patrimoine naturel et d'autres dispositions. Donc, en 2020, on a travaillé fort pour déposer ce mémoire-là aussi. Donc, vous voyez, on a encore à différents niveaux, là, au niveau plus législatif, on peut dire, on a aussi travaillé pour donner des idées pour modifier la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Donc, on frappe sur tous les clous possibles pour essayer de faire reconnaître ce territoire-là. Finalement, oui, on est rendu ici. Donc, 2021, adoption de la loi, du projet de loi 46. Le Conseil de la Nation Huron-Wendat propose au MLCC que le Yaninyandé soit un projet pilote. Et finalement, le 8 juin 2021, la grande nouvelle, Yaninyandé est nommé projet pilote d'aire protégée à utilisation durable des ressources. Alors voilà, je reviens à la diapo de tout à l'heure. C'est 10 ans de travail qui nous ont permis d'arriver à ceci. Voilà. Donc, c'est ça le projet d'aire protégée d'utilisation durable. La partie en violet ici, c'est le noyau de conservation qui est de 327 km².
Et la partie à utilisation durable, donc ça veut dire à l'intérieur de laquelle il va encore avoir des coupes forestières, à l'intérieur de laquelle il va y avoir des activités et tout ça, mais qui vont être élaborées, qui vont être dirigées par un comité, par un groupe de travail qui va être là, qui va être mis en place, ce territoire-là qui a un autre à peu près 350 km. Donc, la totalité du territoire couvre 790 km². Il y a 10 ans, la partie mauve occupait à peu près 90 du territoire. Donc, cette partie-là était aussi vierge. Donc, pendant qu'on essayait à gauche et à droite de faire reconnaître ce territoire-là, ben, on a perdu, je dirais, à peu près 200-250 km² de forêt vierge pendant qu'on tergiversait à essayer de protéger ce territoire-là. Donc, c'est pas facile. C'est un territoire qui était donné aux compagnies forestières. C'est un contexte pas facile quand on veut travailler à l'intérieur d'un territoire hyper structuré là où il y a des coupes forestières, là où il y a des baux de villégiature, là où il y a des projets de mines, là où il y a des ZEC, des réserves fauniques, il y a tout plein d'intérêts qui se mélangent. Puis là, nous, on arrive et on dit, ben écoutez, il faudrait soustraire ce territoire-là, puis de protéger la forêt vierge. Puis, mais protéger la forêt vierge, c'est une chose, mais on veut tout de même la rendre accessible. Je prends quelques minutes. L'idée là, de protéger une forêt vierge, la partie mauve qui est là ici, pas une cloche de verre qu'on veut faire avec. On ne veut pas interdire les gens d'aller à l'intérieur. Au contraire, il faut justement que cette forêt vierge-là puisse être accessible, que les jeunes, que les écoles, que tout le monde puisse aller voir, sentir, goûter la forêt, dormir dans la forêt, voir ce que c'est, que ça serve de témoin à des études, à des projets. Il faut qu'elle soit accessible. Il faut que nos ingénieurs forestiers puissent aller voir c'est quoi une forêt vierge au Québec. C'est la seule au sud du Québec. Rappelons-nous que les territoires, que les parcs tout autour, le parc de la Jacques-Cartier, le parc des Grands Jardins, le parc des Hautes-Gorges, le parc de la Mauricie, sont des parcs nationaux, fédéraux ou provinciaux, peu importe, mais ce sont tous des territoires où est-ce qu'il y a eu de la coupe forestière et qui ont tous été coupés à un moment donné ou l'autre. Donc, ce ne sont pas des territoires, entre guillemets, qui sont vierges. Et pourtant, ben, on est fiers, on se pète les bretelles, on dit hey, on a des beaux parcs nationaux, c'est super beau, puis tout le monde en bénéficie, puis c'est parfait, mais ils n'ont pas l'étiquette d'être entièrement des massifs de forêt vierge. Donc, de 2010 à 2019, on a joué la carte du patrimoine culturel et immatériel à tous les ministères, à tout le monde. Donc, le ministère de la Culture et des Communications, le ministère Faune, Forêt, Parc, MLCC, Affaires autochtones, Parc Canada, Environnement, Changement climatique Canada, tout le monde. Donc, autant au fédéral qu'au provincial, on a joué évidemment à la carte autochtone. On dit, écoutez, on a des droits, c'est notre territoire, tout ça, puis tout. Puis, donc, de 2010 à 2019, le projet est demeuré non accepté. Ça ne passait pas. On n'était pas capable de le faire reconnaître. On a tout essayé aussi. On a dit, OK, on va jouer le jeu. On va essayer de faire une forêt modèle. Ça, c'était au début, autour de 2010. Un aire protégé, on a déposé un projet d'aire protégé aussi. Les aires protégées ont été mis de côté. Donc, avec la CRE, tout ce qu'on avait commencé avec la CRE, ça n'a pas été retenu. On a changé de garde. On est revenu avec des réserves de biodiversité, des aires protégées polyvalentes, tout ça. Puis donc, on jouait le jeu à chaque fois. On dit, bon, ben, ça va être un aire protégée polyvalente, ça va être une réserve de biodiversité, ça va être un APUD à la fin, et tout ça. Mais tu n'es pas encore capable de passer le test, de faire reconnaître
ce territoire-là. Et finalement, on a ajouté à la culture, au patrimoine, au sentiment d'appartenance. Là, on a ajouté vraiment la partie recherche sur les espèces en péril, la qualité de l'eau, que ce soit un témoin sur le territoire, l'intégrité des lacs. La peinture rupestre aussi a fait ouvrir des yeux. La vision Huron-Wendat. Évidemment, publiquement, on a pris notre place, on a demandé un moratoire. C'est sorti aussi dans les médias, cette forêt vierge-là qui était la dernière au sud du Québec, le dernier massif de forêt vierge au sud du Québec. Donc, publiquement, on a quand même sorti. Et finalement, il y a des aspects plus. Je pense que la détermination est un mot important dans cette démarche-là. L'acceptabilité sociale aussi, on a fait le tour de nos voisins pour leur présenter le projet, pour s'assurer qu'ils fassent partie aussi de ce projet-là. Je pense à la ZEC-de-la-Blanche, je pense aux compagnies forestières, je pense au club de canot. Donc, tout ça, il faut que les gens s'approprient l'idée de protéger ce territoire-là. Et finalement, avec un peu de conviction, un peu de sens politique, tout ça mis ensemble dans la balance, ben finalement, on a réussi à faire accepter le projet. Et c'est pas pourquoi je vous présente cette carte-là. Le point rouge, c'est là où est le projet d'aire protégée Yanyanyandé. Puis ça, c'est le portrait de la répartition des aires protégées au Québec en date de décembre 2020. Vous voyez que les aires protégées, ça a fait le tour des médias à l'époque. L'ensemble des aires protégées sont dans le nord du Québec, dans l'eau, dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde. Mais quand on arrive dans le sud du Québec, il y a plein de projets d'aires protégées. Il y en a plusieurs des gens comme nous qui font la promotion, qui essayent de protéger des territoires. Et malheureusement, c'est très difficile et c'est ça demande, ça demande ça. Ça demande énormément de travail et énormément d'arguments pour faire accepter les projets. Moi, je trouve que c'est un portrait qui est un peu triste, qui est un peu, ça dépeint malheureusement beaucoup de travail qu'on aura à faire. Quand je dis on, c'est les Québécois en général pour protéger des superbes territoires et aussi répondre aux objectifs d'avoir 30% du territoire protégé en 2030. Moi, ça me dit, ouf, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui va être à venir. Et il va falloir alléger les critères d'acceptabilité d'air protégé. Il va falloir être souple, il va falloir accélérer les processus d'évaluation et d'acceptation des projets. Et je vous laisse sur ma dernière diapositive, c'est la suivante. J'ai quand même ri. Le 6 janvier 2023, dans la presse, je lisais ça, 10 ans de guérilla urbaine pour obtenir un parc. Et c'est le 10 ans encore qui m'a frappé. C'est comme si toute personne qui compte protéger un territoire, ben, il faut qu'il s'attelle pour 10 ans de travail et de combat. J'espère que dans 10 ans, justement, ça va être plus facile, ça va être plus simple de passer du rêve à la réalité. Alors, je m'arrête ici. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci Louis pour cette excellente présentation. C'est fascinant de voir tout le parcours, tout le chemin parcouru. Pour ceux et celles qui se sont joints à nous tardivement, mon nom est Véronique Maltais et j'animerai la période de questions. Tout juste avant de débuter, j'ai quelques messages d'intérêt là, à vous partager, puis quelques règles d'usage également. Donc, mon message d'intérêt, c'est que si vous désirez obtenir une attestation de formation continue, notamment en lien avec le règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers du Québec, donc l'unique façon d'obtenir cette attestation-là est de compléter
l'attestation de participation avec le lien URL et le code d'activité que vous trouverez dans le chat, là. Donc, je le mets à l'instant. Donc, le code d'activité est dans le même message accompagné du lien URL. Si vous pouvez toujours, si vous le désirez, vous pouvez activer vos caméras là, pour le moment, pour la période d'échange de questions, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez bien sûr poser votre question dans la langue officielle de votre choix, donc anglais ou français sans problème. Il y a 2 façons de poser votre question. Donc, bien sûr, en utilisant la boîte de chat, si vous préférez la poser par écrit. Puis, sinon, verbalement, en fait, en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants, puis en sélectionnant l'icône main levée. Donc, je vais m'assurer là, de garder un œil sur le chat et également sur la liste des participants pour les mains levées. Donc, je vais rétablir le son pour tous dans quelques instants, puis vous n'aurez qu'à cliquer sur l'icône micro, là. Puis après avoir posé votre question, je vous demanderai de remettre le mode sourdine pour éviter là, les sons aléatoires. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de poser une seule question à la fois, autant pour donner la chance à notre conférencier de bien répondre à la question, mais aussi pour laisser la chance aux autres participants de poser leurs questions. Puis finalement, ouais, donc je pense que ah oui, c'est ça, on vous demanderait de vous identifier en posant votre question. Donc, nommez votre nom et l'organisation que vous représentez. Donc, ça ne sera pas tellement long. Je vais rétablir le son pour tous. Donc, vous devriez avoir l'opportunité de cliquer sur votre bouton vous-même. Donc, si nous ouvrons la période de questions, donc on a une main levée. Donc, Elvire Dion, je vous invite à poser votre question. Oui, merci beaucoup. C'est Elvire Diongo. Django, Je, pardon. je suis coordonnatrice à la certification forestière chez Produits forestiers résolus à Sainte-Terre. Je vous félicite pour l'excellent travail, tout ce parcours. Moi, j'avais une petite question. Je voudrais savoir si le statut actuel de cette aire protégée permet de effectivement la protéger adéquatement, parce que pour moi, avec la configuration actuelle, la divergence des intérêts, je vois par exemple l'exploitation forestière, l'exploitation minière, le développement urbain, etc. Moi, je m'attendais plus à une réserve de biodiversité avec un noyau dur, une zone tampon et une aire, effectivement, d'utilisation multiple. Donc, est-ce que vous pensez que ce statut et en plus ce nouveau statut d'aire protégée d'utilisation durable, d'après ce que j'ai lu, c'est un projet pilote, c'est une nouveauté, mais est-ce que ça permet de protéger adéquatement cette forêt vierge? Merci. Bon, le projet pilote tel qu'on est en train de le définir encore aujourd'hui, là, il y a vraiment une partie, comme vous appelez le noyau dur, là, de protection d'environ 350 km², et une autre partie à utilisation durable, là où il va y avoir où on va permettre les coupes forestières, mais elles vont être faites de manière structurée, organisée, réfléchie, bref, avec l'ensemble des partenaires qui sont là. Moi, honnêtement, je suis pas mal convaincu d'arriver à l'objectif. C'est sûr que l'objectif primaire, c'est de protéger ce qui reste de forêt vierge, mais aussi de le rendre disponible. C'est ça aussi. Faut surtout pas voir ça comme une cloche de verre. Ce serait une erreur de mettre une cloche de verre sur ce territoire-là, puis de dire ben, on n'a pas accès. Au contraire, il faut tout faire pour amener des gens voir, sentir, goûter, coucher dans cette forêt vierge-là. Mais pour y arriver, il va falloir mettre des structures en place, il va falloir faire probablement des sentiers, des aménagements très, 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 très soft, réfléchis. Je pense qu'on est assez intelligent en 2023 là, pour faire les choses convenablement. Et donc, cette partie-là, je ne suis pas du tout inquiet. Puis l'autre partie, où est-ce qu'il va y avoir de la coupe forestière, je ne suis pas du tout inquiet pour une autre belle raison. Puis j'en profite, puis je n'ai pas regardé qui est-ce qui est autour, là, qui est-ce qui participe aujourd'hui, mais
Dans notre région, on est hyper chanceux, puis j'aime le dire et j'aime le rappeler, on a une région où il y a une excellente communication avec les différents partenaires du milieu. Les compagnies forestières, ce sont des petites compagnies forestières, entre guillemets, familiales, qu'on connaît depuis longtemps. C'est facile de leur parler. Ils sont accessibles. Ce pas des grandes multinationales qui ont des intérêts un peu partout, tout ça. Donc, ça c'est un avantage aussi, et c'est bon de se le dire. Et la capitale nationale, ben, comme je disais, c'est une région où est-ce que les gens se connaissent, les gens sont habitués de se parler. Oui, on a nos enjeux, on a nos façons de faire, on a nos objectifs chacun, mais on a quand même un terreau fertile où est-ce que généralement, là, ça va très bien. Pas partout, c'est pas comme ça partout au Québec, je le reconnais. Notre projet pilote, projet pilote, il faut que ça donne des résultats. Il faut que ça soit exportable. Il faut que ça soit utilisable ailleurs au Québec. Heureusement, on a des conditions gagnantes, je pense, et c'est à nous d'en profiter, de mettre la bonne eau dans ce terreau fertile-là pour faire pousser vraiment, j'utilise des images, là, mais pour faire pousser la plus belle fleur possible, puis qu'on va pouvoir ensuite disséminer les graines ailleurs. Moi, je suis pas mal convaincu qu'on a le bon système, les aires protégées à utilisation durable, qu'on les appelle comme on veut finalement, les projets. L'idée en bout de ligne, là, tu sais, que ce soit un aire protégée polyvalente, bon, l'idée en bout de ligne, là, c'est de se parler, là, c'est de travailler ensemble, puis de convenir de modalités qui vont satisfaire l'ensemble des gens et qui vont répondre à l'ensemble des besoins, puis d'avancer avec ça, puis de s'améliorer au fur et à mesure qu'on va avancer. On va faire des erreurs, mais il faut bâtir sur les erreurs pour avoir des succès la fois d'après. Bref, le modèle APUD, moi c'est drôle, je m'accroche pas dans les fleurs du tapis, là. C'est à nous, localement, régionalement, de développer ce projet-là au meilleur de nos connaissances et de bâtir d'expérience en expérience vers un projet qui va être de plus en plus adéquat et exportable. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est de la manière qu'on le visualise, en tout cas, nous, ici, à la Nation Huron-Wendat. Merci. On a plusieurs mains levées, donc je vais y aller vraiment dans l'ordre. On a Monsieur Jean-Louis Martel. Vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour, Jean-Louis Martel, pénagiste chez Rébec, en Mauricie, mais on a aussi un petit peu de volume dans le territoire, là, justement, de Moïse. Je me demandais, est-ce que vous avez fait un peu quand je voyais, vous avez fait des recherches archéologiques tout à l'heure. Est-ce que vous avez distingué, en fin de compte, l'utilisation du territoire par, justement, la communauté Wendat et d'autres utilisateurs? Parce que je me souviens, moi, mon grand-père, à l'époque, on était sur le bord de Batiscan, puis il partait à l'automne, puis il revenait au printemps, il trappait tout l'hiver, puis il montait jusqu'à la rivière, jusqu'au lac Batiscan, justement. Puis il y avait des petits camps un petit peu partout comme ça, cachés dans le bois. Tantôt, je voyais ça, ça me faisait penser au genre de camp qu'il y avait à l'époque. Et quand je voyais le petit vestige de poêle, ça me faisait penser à lui. Fait que je me demande, est-ce qu'il y a eu quand même une distinction quelque part là, entre l'utilisation par les gens de Wendat et aussi par, on pourrait dire, les non-autochtones? Ben, c'est une bonne question que vous posez là. C'est sûr que quand on arrive et qu'on trouve un vestige de poêle, c'est pas écrit sur le poêle, il appartenait à qui. Non. Malheureusement, c'est pas de même que ça marche. Mais nous, quand on va à un endroit, comme par exemple si on va à la jonction de la rivière aux Éclairs puis du lac Batiscan, ben, on va là parce qu'on a des indications dans nos archives. On a des documents qui nous disent, comme moi, mon grand-père, là, Paul Sioui, ben, on le sait qu'il a construit un camp à tel endroit. On le savait dans la famille, tout ça, puis on l'a trouvé. Maintenant, comment dire, on est, entre guillemets, positivement biaisé quand on va sur le territoire. On est biaisé parce qu'on a des indications dans nos archives qui nous envoient à tel endroit. Possiblement que si on trouve un camp
de manière aléatoire ou tout ça, là, on va dire, bon, c'était à qui ce camp-là? Est-ce que c'était à votre grand-père à vous ou si c'était à mon grand-père à moi? Là, on va avoir. Je dis ça parce que je sais que c'était son territoire de trappe. Là. Il partait puis il trappait jusqu'au lac Saint-Jean comme ça, mais il partait à l'automne avec ses chiens puis il revenait au printemps. Il a vécu un peu la méthode nomade autochtone, si on veut, à l'époque. Je l'ai connu, moi, il a fait ça jusqu'à dans les début des années 70. Là. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, M. Martel, c'est venez nous voir ici au bureau, contez-nous vos histoires, parce que probablement que dans votre famille, les gens chez nous et les gens chez vous se connaissaient. Puis ça, là, ça permet de bâtir l'histoire, puis c'est à partir de témoignages comme ça qu'on améliore notre compréhension du territoire. Puis ça arrive régulièrement qu'il y a des gens qui viennent nous voir. Ouais, mais vous autres, mon grand-père ou mon oncle trappait avec des gens chez vous. Puis là, whoop, on bâtit l'information. Puis c'est pas pour rien qu'on a 2000 documents d'archives. C'est parce qu'on prend le temps d'écouter puis de documenter tout ça. Mais bref, ce serait fascinant qu'on se parle dans un avenir proche. C'est pour ça, moi je m'occupe de l'harmonisation justement au niveau forestier avec la communauté pour les territoires, pour les secteurs de coupe. Et j'ai toujours reconnu que le bord de Vatican était utilisé parce que je le savais. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'autres territoires comme ça qui sont utilisés parce que j'en ai entendu parler par ma mère et par mon grand-père. Oui, c'est vrai que ce territoire-là a été utilisé abondamment, puis il n'y a aucun doute. Mais je pense qu'il faudrait quand même mettre pas mal d'efforts là-dessus, justement, pour éviter de faire des coches de verre, comme on dit, et aussi avoir une meilleure connaissance du territoire. Absolument. Absolument. Fait que je vous remercie là-dessus. Plaisir. On a quelques questions dans le chat. Je vais y revenir dans un instant. Je vais plutôt céder la parole à M. Jolicoeur, Éric Jolicoeur, pour poser sa question. Bonjour, merci. Excellente présentation. Mon nom est Éric Jolicoeur, c'est les carrières Groupe Spencer dans les Laurentides. Mon intérêt aujourd'hui est beaucoup plus parce que j'ai un intérêt pour ce territoire-là, possédant avec la famille un camp de chasse et de pêche à proximité. Ma question est, quand je revois la cartographie de votre l'aire projetée, si je ne me trompe pas, ça va à côté au nord-ouest l'aire de la seigneurie Triton, Oui, si je ne me trompe exact. pas. OK. Puis, est-ce que je sache, je connaissais un peu ce territoire-là, il a parcouru un peu en motoneige. Dans le coin de la seigneurie Triton, il y a également des gros massifs de forêts inexploités, Oui, si je ne me trompe pas. oui. Ils ont un air, vite comme ça, là, le statut, ils ont un statut d'air protégé, eux autres, là, qui va jusqu'à la seigneurie du Triton et qui touche, justement, nous, on est la continuité, si on peut dire, de cette aire protégée-là avec notre projet à nous. C'est les mêmes territoires, là, connexes. Donc, les deux adjacents ensemble, ça va faire quand même un gros territoire. Là. Ça fait quand même un bon territoire. Parfait. C'était ma seule intervention. Merci beaucoup. J'ai présenté une carte au début tout à l'heure, elle n'était peut-être pas si claire que ça, mais on voyait Seigneurie du Triton, aire protégée, Yanyanyandé, puis on voyait, là, c'était le même. On est voisins. Je vais dans le chat, mais je vais revenir aux mains levées tout juste après. On a une question de M. Yvan Gagnon qui demande: est-ce que les aires protégées autochtones vous semblent une avenue potentielle pour la suite de votre beau projet? Ben, c'est une belle. J'ai peut-être un petit peu répondu à ça tout à l'heure. Moi, je ne suis pas accroché aux étiquettes. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est aire protégée polyvalente? Bon, aire protégée autochtone, c'est quoi? Ben, c'est pas nous qui allons définir. Ça, c'est l'aire protégée autochtone. Déjà, le nom n'est pas bon. Le nom n'est pas bon parce que nous, ça va être un aire protégé Huron-Wendat. Et les Micmacs vont faire un aire protégé Micmac. Et les Algonquins vont éventuellement faire un aire protégé algonquin, etc., etc., etc. Autochtone, là, c'est un mot un peu fourre-tout. Là, puis là, ben, j'espère que dans quelques années, on va arrêter de dire les Autochtones. Non. Moi, je ne suis pas un Micmac, je ne suis pas un Algonquin, je ne suis pas un Innu, je suis un Huron-Wendat. Et l'aire protégée Huron-Wendat,
qu'on est en train de faire, elle représente notre vision des choses. Là. C'est le projet de maîtrise que j'expliquais tout à l'heure. C'est la vision Huron-Wendat de mise en place d'un aire protégé. Donc, les critères, entre guillemets, d'air protégé à utilisation durable autochtone, j'espère que ça va changer et que ça va être modulable et ça va être, ça va représenter, ça va être le reflet des enjeux et de la réalité des groupes autochtones locaux. Oui, il y aura peut-être des grandes lignes similaires, mais les futures aires protégées Inuits n'auront pas les mêmes buts, objectifs, enjeux que l'aire protégée Huron-Wendat. Le mot autochtone, je pense qu'il faut qu'on commence à se le dire. Là. Avant ça, c'était les Indiens, les sauvages, les Autochtones. Ben, il y a peut-être moyen de décliner ça un petit peu plus. Là. Nous, on est des Québécois, on n'est pas des Ontariens, on est tous des Canadiens, mais bon, vous comprenez, moi, je suis Huron-Wendat, je ne suis pas Mohawk. Donc, la- les catégories, oui, ça va être un aire protégé autochtone, mais d'abord et avant tout, Huron-Wendat. Voilà. Merci. Donc, on va passer à une question verbale. Donc, Maxime, si vous voulez vous présenter et poser votre question. Bonjour, moi c'est Maxime, je suis le coordonnateur des consultations publiques en Abitibi-Témiscamingue. J'ai travaillé un petit peu avec nos Autochtones ici aussi. Et moi, je suis un biologiste de formation, puis j'ai été élevé dans la forêt là, quand j'étais jeune. Là, je courais partout. Fait que, tu sais, je comprends, tu sais, c'est ça qui m'a inspiré à devenir biologiste. Tu sais, j'ai un amour pour le territoire quand même. J'imagine pas, justement, c'est des gens que ça fait des milliers d'années qui sont là, puis que ça fait des milliers d'années que toutes les générations font ça. Là. Mais j'aurais une question qui est plus à grande échelle, dans le sens où, justement, je comprends l'idée de vouloir protéger le territoire autant qu'on peut, puis tu sais, de ne pas tout détruire pour une question économique, là, comme ça c'est souvent présenté dans les médias, si on sursimplifie ça. Mais en même temps, le bois, c'est une ressource renouvelable. Puis si on n'a pas des constructions de bois, mettons, pour les bâtiments et tout, ça devient du béton, ça devient autre chose qui n'est pas renouvelable, qui est potentiellement pire à long terme. Donc, ma question, c'est un peu plus, tu sais, vous demandez comment vous voyez un peu le compromis. Là. Tu sais, vous avez dit tantôt 10 ans, c'est long. Euh, Personnellement, comme ça, tu me dis ça, je te dis oui. Ben, tu sais, je peux pas. Je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps. Tu sais, je pourrais pas répondre à rien de ça, mais c'est ça. En même temps, on peut pas juste, dès que quelqu'un dit on veut protéger ce territoire-là, on dit OK, parfait, parce que là, éventuellement, à long terme, c'est mauvais pour la planète. Tu sais, si on peut pas couper du bois. Fait, en tout cas, c'était. Je vais avoir votre opinion un peu, votre pensée sur ce compromis-là, dans le fond. Ben, là, il faudrait prendre une bière ou deux pour prendre le temps de voir comment on veut utiliser la ressource renouvelable qui est la forêt et qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, différentes pistes, moi, que je vois, l'aire protégée d'utilisation durable est un bel exemple, je pense. Il y a une partie protégée, puis il y a une partie où est-ce qu'on continue à faire des coupes. Oh, là, c'est intéressant. Maintenant, à l'intérieur où on fait des coupes, y a-tu des endroits, y a-tu des façons de faire où on peut accélérer le turnover, le cycle forestier? Est-ce qu'on peut aussi, de manière plus générale, dans le sud du Québec, là où les arbres poussent plus vite et atteignent une maturité plus rapidement, est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'on on parlait de la triade là, au début des années 2000, là, donc trouver des endroits où est-ce qu'on peut, des endroits où les sols sont plus riches, où les sols sont plus intéressants, utiliser des essences à croissance rapide, plus dans le sud du Québec. Y a-t-il des régions où est-ce que forestièrement, c'est beaucoup plus payant et rapide de produire de la matière ligneuse? Euh, Autre chose, les terrains privés forestiers, les gens qui sont propriétaires de terrains forestiers privés, est-ce qu'on paye le bois assez cher? C'est chez personne-là. Donc, est-ce qu'on pourrait exploiter davantage
les lots privés, puis de donner le bon prix aux propriétaires privés qui sont prêts à voir quelques arbres disparaître de leur forêt, puis de l'entretenir, puis tout ça, plutôt que de j'allais dire saccager, mais plutôt que d'aller sur le territoire public, les arbres sont là, on les donne à une compagnie, puis go, on ramasse tout. Tu sais, il y a une façon, je pense, de produire du volume de bois, peut-être un peu plus intelligent, un peu plus moderne, donc de cibler des secteurs plus productifs, des espèces plus productives, aller en lot privé aussi. Puis d'un autre côté, d'avoir des aires protégées polyvalentes, où est-ce qu'on protège des aires protégées à utilisation durable, ou est-ce que régionalement, on dit, bon, ben, regardez, ici, là, il va encore avoir des coupes forestières, mais on va mieux faire les choses. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas arrêter la coupe de bois. Mais est-ce qu'on peut mieux la faire? Je suis convaincu que oui. Ben, je pense que tout le monde est pas mal convaincu qu'on peut mieux faire les choses. Et bref, c'est des pistes qu'il faut qu'on se mette en tête et qu'on doit absolument exploiter. Parce que l'objectif aussi de conserver 30 du territoire d'air protégé, on a signé en bas de la feuille, là. Donc, il va falloir qu'on l'atteigne. Ces aires protégées-là ne peuvent pas toutes être dans le nord. Il va falloir qu'elles soient un peu, beaucoup plus dans le sud du Québec. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a des façons de faire. Tu sais, on parle, puis je reviens, là, puis je conclue là-dessus, là, sur les propriétaires privés. Là. J'en connais quelques-uns qui disent, écoutez, moi, j'ai un lot, là, puis on ne me donne rien pour mon bois. On me donne... bref, il y a peut-être un prix à payer pour aller sur les terrains privés. Il y a des gens qui veulent exploiter leur forêt privée. Alors, voilà, c'est ma question, c'est ma réponse à deux scènes c'est sûr qu'on peut faire mieux. Il faut qu'on arrête d'exploiter le territoire public de la manière qu'on le fait, puis voilà. Merci, Louis. On va retourner dans le chat. On a une question de Mélissa Whittam de l'IDD PNQL. Donc, merci pour cette présentation fort intéressante. Serait-il possible d'expliquer les majeures différences entre l'ancien concept d'aire protégée polyvalente et une aire protégée à utilisation durable? Est-ce que la Oh, transition vous a demandé beaucoup de travail, modification à votre projet initial? là, c'est assez précis comme question. Les critères de l'époque, malheureusement, je ne les ai pas en tête. Les critères d'une forêt à utilisation. Non, je ne peux pas dire quelles sont les grosses différences entre les deux, là. Il y a sûrement quelqu'un là, aujourd'hui qui pourrait y répondre, là. Mais moi, personnellement, vite comme ça, je n'ai pas en tête les. Non, pas du tout. J'ai beau me creuser l'esprit, non. Mais à quelque part, c'est quand même de protéger le territoire dans les deux cas. Mais oui, il a fallu s'adapter, il a fallu s'ajuster, il a fallu. On ne repart pas à zéro quand on réécrit une demande ou quand on veut s'inscrire dans un processus, dans un nouveau processus, on ne repart jamais de zéro, mais il faut quand même, comme je disais à l'équipe, on essayait de faire fitter un cercle dans un carré avec les aires protégées polyvalentes. Là, maintenant, il faut faire fitter un cercle dans un triangle. Il faut qu'on ajuste notre projet afin qu'ils répondent aux critères, puis afin qu'ils plaisent aux décideurs qui vont prendre la décision. Mais il fallait toujours s'ajuster, là, donc de changer. Je pense que l'image est bonne, là, de passer de vouloir fitter un cercle dans un carré, puis après ça, ben là, c'est plus un carré, il faut le faire rentrer dans un triangle. Fait que c'est un peu. C'est ça. On recommence pas à zéro, mais on recommence. Pour le moment, je ne vois pas d'autres questions dans le chat et je n'ai pas, oui, j'ai une main levée. Alors, on peut y aller avec Audrey Vézina-Lavergne. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Audrey Vézina-Lavergne, puis je suis l'étudiante en question qui a travaillé à la maîtrise en sciences forestières pour documenter la vision de la Nation Huron-Wendat pour la protéger d'utilisation durable avec Louis Bélanger, que je vois aussi dans mon écran comme co-directeur. C'est ça, vous avez fait un beau portrait de toutes les étapes qu'a dû traverser la Nation pour avoir un projet pilote, puis un projet qui concorde avec vos aspirations, puis aussi la réalité territoriale de la région.
Mais j'aimerais savoir, dans votre vision, c'était quoi les prochaines étapes cruciales pour la suite du projet, maintenant que vous avez un projet pilote? Audrey, je t'avais pas vu tantôt, ta caméra était fermée, mais effectivement, Audrey nous a aidé énormément pour en fait, sa maîtrise sur la vision Huron-Wendat. Les étapes cruciales, et pas là, hein? Là, on est en train, ben, pendant la COVID, vous avez entendu l'expression construire l'avion en plein vol. Ben, on est un peu là-dedans aussi, là. C'est l'image que j'ai, qu'il faut mettre en place un comité de travail, un comité avec les partenaires régionaux. Même que la délimitation finale entre vous et moi là, n'est même pas encore terminée, là. On est en train de tasser des lignes à gauche et à droite là, sur des tout petits détails avec le MLCC. Mais les étapes cruciales, moi, c'est drôle, je suis peut-être un optimiste de nature, là, mais je suis convaincu que ça va bien aller. Je suis convaincu que pas sûr qu'on va avoir d'embûches sur notre territoire. On va s'asseoir, on va se parler, on va avoir un. Puis tu sais, la nation Huron-Wendat, on a toujours été une nation. Donc, on est une nation qui a un historique de commerce, un historique d'échange, d'ouverture, de partage avec les autres. Puis c'est dans notre nature d'être consensuel, d'essayer de voir, OK, comment on peut travailler tel projet ensemble? Comment on peut arriver à un consensus, tout le monde ensemble, puis avancer? C'est toujours comme ça que le conseil traite les dossiers ici. Si on a une bonne relation, puis tu sais, là, je reviens à l'historique, si on a une bonne relation avec la région de la capitale nationale, avec la ville de Québec, avec tout ça, on va se le dire, on a une belle relation ici, ben, c'est parce qu'on travaille fort pour garder des bons liens avec tout le monde. Fait que c'est dans notre nature d'être, de travailler en équipe, de travailler avec les autres, puis d'avancer. Je suis convaincu que ce consensus-là, que les prochaines démarches, où est-ce que tout le monde va embarquer dans le canot, puis on va pagayer dans le même sens. Je ne vois pas de gros problèmes en vue. Je suis peut-être naïf, mais non, moi je suis convaincu que ça va bien aller. Convaincu. Fait que je peux pas dire c'est quoi les gros enjeux, là. Ça va être de s'asseoir puis de se parler puis de faire le premier pas en avant. Fait que c'est pas une grosse affaire. Voilà. Merci. On a encore du temps. On a encore 8 minutes devant nous. Si, il y a des questions, n'hésitez pas à lever votre main. Plusieurs beaux commentaires dans le chat, là. Merci pour pour vos réponses, puis bravo pour la persévérance. Ce serait un beau concept pour la CEPAC, ces aires protégées polyvalentes. Monsieur Stéphane Clermont aurait une question. Donc, Monsieur Stéphane Clermont, si vous voulez poser votre question, votre Moi, est-ce micro que semble ouvert. Ah oui, est-ce que vous m'entendez? oui. Oui. Oui, je travaille pour le Centre des ressources territoriales de Manawan. On a un département aussi qui est rattaché au CRT là, qui s'appelle Faune et écosystème Manawan. Et on travaille justement sur un projet d'aire protégée qui intègre les aspects là, de triade qui ont été mentionnés tout à l'heure, là. OK. Donc, parce que les triades ont évolué pas mal aussi depuis le fameux projet pilote là, qui avait été mentionné, là. Et ça couvre aussi les aspects maintenant là, de changement climatique aussi là, qui sont intégrés dans cette démarche-là. Et fait que c'est exactement, c'est ça, là, on est dans cette mouvance-là là, de travailler entre autres avec ce que vous avez fait avec Audrey, là, que je ne connais pas, là, je l'appelle Audrey, Madame Vizina, là, la Verne, de voir à faire ressortir qu'est-ce que la communauté de Manawan désire aussi comme pour arriver à se réapproprier la gestion territoriale.
Donc, d'être impliqué directement dans la gouvernance et de travailler aussi à ne pas avoir justement une cloche de verre, mais d'être novateur dans l'approche, puis dans la démarche, en étant proactif dans des propositions aussi à l'industrie pour arriver à avoir des zones de protection, puis d'avoir des zones aussi où il va y avoir éventuellement justement de la production forestière peut-être un peu plus intensive, mais en tenant compte aussi des aspects de changement climatique qui touchent déjà, là, on pourrait dire, dans le désynchronisme, si on veut, là, de certaines fonctions écologiques là, qui sont déjà perceptibles sur le territoire. Donc, c'est ça là, que je voulais juste rajouter. Là, les triades sont, je pense, un bon élément à intégrer dans les visions de chacune des communautés, justement, là, mais de voir à ce que cet aspect-là puisse cheminer aussi. Là. C'était mon petit point. Ben, puis moi, je veux juste ajouter, puis c'est intéressant, tu sais, vous, là, il n'y a personne de mieux placé que les gens de Manoan pour travailler avec les gens autour, avec les compagnies forestières locales, avec les gens qui sont présents sur le territoire pour décider de la façon de faire. C'est pas à nous autres, les Huron-Wendat, d'aller vous dire quoi faire, là. Vous êtes les mieux placés pour faire. Vous connaissez le territoire, vous connaissez les enjeux, vous connaissez les opportunités, les objectifs, les rêves, tout ça. Puis, vous dites, nous, on pense que la triade, c'est bon pour. Ça, c'est excellent. Puis c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est que chaque projet devra se distinguer par les caractéristiques locales. Il faut laisser la place aux gens localement de décider des orientations et de ce qu'ils croient qui va être bon pour leur région. Je pense que c'est ça le message qu'il faut retenir de ces aires protégées à utilisation durable. Il faut avoir de la plasticité, là, d'avoir de la latitude pour que localement, on puisse avoir des mesures différentes d'une région à l'autre. Ça, vous êtes les mieux placés pour gérer votre forêt. C'est ça. Merci, Louis. Pour le moment, je ne vois pas d'autres questions dans le chat et le temps file, donc il nous reste peu de temps. Une petite dernière question de Marie-Ève Sigouin de Green First, rapidement. Donc, vous l'avez abordé un peu avec la ligne du temps, mais spécifiquement, de quel accompagnement avez-vous bénéficié au cours des travaux par le ministère de l'Environnement provincial au fil du temps? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que je peux mettre une date précise ou oui, ben oui, c'est sûr que le MELCC, on l'a approché dès le début. Là, je fouille dans ma mémoire. Mais évidemment, nous autres, on arrivait toujours avec les critères de patrimoine culturel, d'importance pour notre nation, tout ça. Et comme je disais tout à l'heure, ce pas des critères importants, là. Malheureusement, là, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va protéger un territoire. Entre vous et moi, il faut que ça change, là. Faut qu'on puisse considérer le patrimoine culturel, archéologique du territoire. C'est hyper important, là. Mais présentement, ce n'est pas un critère qui pèse très, très fort dans la balance. Donc, quand on a approché le ministère de l'Environnement à l'époque, ben, nous, on arrivait avec ces arguments-là. On a cheminé, on a cheminé, on a cheminé, on a pris la tournure, entre guillemets, scientifique. Et ça, je pense que ça a commencé à plaire au ministère de l'Environnement. Mais ce qu'ils nous ont dit aussi, puis ça, c'est un message là, bien important, un autre clé du succès, là, merci pour la question, c'est toute l'acceptabilité sociale. Le ministère de l'Environnement va, bon, ça devient politique, ça devient même presque électoral, là, mais on va accepter un projet qui, localement, est acceptable et fait partie que les gens qui votent sont en accord, hein. Donc, l'acceptabilité sociale, ça, c'est un travail qui est de longue haleine. Il faut faire le tour de nos partenaires et de présenter un projet, d'être ouvert à le modifier selon les commentaires qu'on reçoit, mais on doit avoir l'adhésion locale des gens.
Et ça, le ministère de l'Environnement nous disait, travailler sur l'acceptabilité sociale. Il faut que les groupes locaux s'approprient le projet. Alors ça aussi, c'est vraiment important. Et cet accompagnement du ministère de l'Environnement, on l'a eu peut-être dans les dernières années, mais tout devient politique, tout devient, l'ancien grand chef nous disait toujours, tout est politique, tout le temps. Le ministère, les gouvernements prennent des décisions en fonction d'être élus, on le sait, là. Bon, ben, si ils ne mettront pas en œuvre un projet localement où la guerre est pognée, là, où est-ce qu'il y a une grosse dissension, quand on arrive avec un projet où est-ce que tout le monde dans une région dise oui, on y croit, on trouve que c'est une bonne idée, puis tout ça, ben, le gouvernement va prendre une décision en fonction de ça. On ne se cachera pas là, pour se le dire. Alors voilà, c'est un peu, c'est un peu un aspect, comment dire, euh, euh, les sites archéologiques qui datent de 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, sérieusement, en 2023, moins important que l'acceptabilité sociale d'un gouvernement un peu comme ça. Mais c'est les règles du jeu. On semble avoir un petit peu de difficulté là, vers la fin de ton intervention, Louis, avec le son, mais malheureusement, c'est vraiment tout le temps qu'on avait pour les questions. Il s'en est ajouté 2 dans le chat, mais par respect des participants puis de l'heure, je vous inviterai à communiquer peut-être directement avec Monsieur Lesage au bureau, au Conseil de la Nation Huron-Wendat pour peut-être étayer un peu plus le sujet si ça vous intéresse. Je profite du moment vraiment pour remercier en fait Monsieur Lesage pour son excellente présentation, puis pour la période d'échange aussi qui a été riche. Et j'en profiterai pour vous inviter au prochain colloque qui aura lieu jeudi le 26 janvier 2023 et qui s'intitule La mission garde-feu, une étape essentielle dans l'adaptation au changement climatique. Donc, veuillez noter que ce webinaire-là sera spécifiquement en anglais. Le conférencier sera M. Joshua Johnston, chercheur scientifique au Centre de foresterie des Grands Lacs de Ressources naturelles Canada. Et en terminant, je vous inviterai à surveiller aussi les fils Twitter et LinkedIn du Centre de foresterie des Laurentides pour en savoir plus. Puis, j'en profite pour vous remercier tous de votre participation, puis vous souhaiter une excellente fin d'avant-midi, fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.